Bonjour. En 2004, suite à la publication du livre de Gabriel Varro, Sociologie de la mixité, en 2013, nous avions d'abord organisé une journée d'études à l'École des hautes études en sciences sociales en 2004 avec Claudine Philippe et Gabriel Varro, et ensuite publié un ouvrage qui s'appelait Mixité, variation autour d'une notion transversale qui est disponible chez l'Harmattan 2008. Donc il s'agissait d'examiner la notion de mixité sous toutes les coutures. Il s'est avéré qu'il convient de distinguer entre différents types de mixité dans différents domaines. Nous avons pu identifier 5 domaines dans lesquels le concept était présent et connaissait un regain d'intérêt. La mixité sexuée au travail, la parité en politique, la mixité sociale dans l'espace résidentiel, la mixité garçon-fille à l'école et la mixité socio-culturelle dans le couple. C'est autour de cette dernière mixité, que j'appelle désormais mixité conjugale, que je souhaite m'entretenir avec vous. Alors, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques remarques un peu plus conceptuelles. Donc, la notion de mixité qui s'est largement diffusée dans le grand public, je dirais qu'elle a un sens politique avant d'avoir un sens sociologique. On peut la lire dans des rapports officiels ou l'entendre dans des discours politiques. Elle a quasiment valeur incantatoire, c'est-à-dire comme un vœu, au mieux un projet de vivre ensemble, comme nous l'avons entendu depuis tout à l'heure. Elle souligne généralement la coprésence d'éléments hétérogènes, et cette simple coprésence est jugée bénéfique sans qu'on s'interroge sur la mise en œuvre et sur les dynamiques inhérentes qui seraient nécessaires. Certains penseuses et penseurs sont allés plus loin dans la conceptualisation. Si on s'appuie sur les travaux, on peut s'appuyer sur les travaux de Claude Zedman et de Nicole Mosconi ou de Sabine Fortino, mais aussi Gabriel Varro et Dominique Schnapper, ils ont considéré que la mixité était un principe de réalité de l'idéal démocratique. Patrick Savidan, quant à lui, parle d'une exigence de mixité dans la société qui représente un idéal de sociabilité fondé sur la diversité et sur la reconnaissance des différences. Selon Irène Thierry, qui a plus considéré le domaine familial, la mixité représente le dépassement du raisonnement en termes de complémentarité des femmes et des hommes. Alors donc du coup, en lisant et relisant ces approches, on s'est rendu compte avec Claudine Philippe, au moment de la rédaction de l'introduction de l'ouvrage de 2008, que la notion de mixité opérait surtout par rapport à des statuts hérités, dans le sens ascribed shift, c'est-à-dire classiquement le sexe, la race entre guillemets, le pays d'origine et l'origine sociale, c'est-à-dire des statuts qu'on hérite, qu'on porte malgré soi. Ces caractéristiques ou statuts sont aujourd'hui reconnus parmi les critères sur lesquels se fondent les discriminations considérées comme illégitimes. Il se trouve aussi que ces critères connaissent, dans le sens commun toujours, un usage plutôt réifié ou naturalisé, comme des propriétés inscrites dans la nature et difficilement neutralisables, puisque inscrites corporellement ou physiquement. Donc, dans notre ouvrage toujours, nous sommes donc venus à un concept de mixité, c'est-à-dire un outil d'analyse en sociologie qui postule qu'au-delà de la coprésence de deux sexes ou du mélange de catégories sociales et ethniques, la mixité serait à prendre comme une remise en cause des attributions héritées, tant sexuées et sociales qu'ethnoculturelles ou ethnoraciales, et qu'il s'agirait d'étudier empiriquement des processus sociaux. Donc il ne suffit pas de constater la coprésence ou de mettre de personnes d'origine différente en coprésence, mais pour étudier la mixité sociologiquement, c'est-à-dire théorisant à partir d'études empiriques, il conviendrait d'étudier quelles sont les conditions de mise en œuvre de la mixité et comment se passent concrètement les processus de négociation entre attribution réifiée aux stéréotypes d'une part et dépassement, invention et redéfinition d'autre part. En posant la définition conceptuelle de la sorte, on s'aperçoit que la centralité de l'approche intersectionnelle, c'est-à-dire la prise en compte concomitante des rapports sociaux de sexe, de race et de classe, ou pour le dire autrement, des assignations sexuées, racialisées et sociales. Aucune mixité n'est que sociale ou seulement genrée.
chaque dimension mérite d'être étudiée sur fond des autres rapports sociaux selon les approches proposées par Daniel Kergoat et Roland Pfefferkorn. Alors donc, pour parler de la mixité conjugale, donc, je suis venue à interroger la notion de mixité à partir de l'analyse des réalités familiales qui mettent en scène des personnes dont le vécu quotidien est marqué par des références ethnoculturelles ou religieuses différentes, qu'on appelle communément les couples mixtes. Pour ces couples, pour lesquels la différenciation ethnoculturelle est centrale, se jouent aussi d'autres questions. Se jouent donc des questions de genre, des rapports à la mobilité, immigrés ou minorités ethnoculturelles établies, des statuts sociaux souvent étudiés sous forme d'homogamie ou d'hétérogamie sociale, et pour une partie d'entre eux, et seulement une partie d'entre eux, des statuts juridiques en termes de nationaux ou étrangers. La différence de nationalité ne concerne de fait qu'une partie des couples mixtes. Donc la spécificité de mon approche par rapport aux autres travaux sur la mixité consiste dans le fait qu'elle ne renvoie pas ces couples exclusivement à l'espace privé ou aux relations interpersonnelles. C'est comme ça qu'habituellement est étudié le couple, c'est-à-dire dans un espace privé qui serait la famille ou le couple, alors que les autres mixités, elles seront étudiées dans l'espace public où on étudie les rapports sociaux en tant que rapports politiques, résidentiels ou professionnels. Alors donc, mon but, c'est plutôt de vous convaincre que même dans un couple, c'est-à-dire qui a priori serait un espace privé, se jouent des attributions et des identifications sexuées publiquement construites, c'est-à-dire historiquement, politiquement construites. Donc, le domaine des relations familiales, au même titre que les relations sociales, est l'expression de rapports sociaux entre groupes qui occupent des positions de pouvoir variables et qui sont exposés à des normes sociales entérinant des traditions et des manières de faire établies et légitimées. Prise sous cet angle, la mixité conjugale se construit d'abord comme rapport inégalitaire entre les deux conjoints en fonction de rôles et de statuts attribués. Alors, je rentre un peu dans le détail. Donc, la relation conjugale s'appuie, et ça depuis toujours, historiquement, depuis très fort, enfin, j'ai envie de dire depuis toujours, sur une asymétrie des rôles sexués entre les femmes et les hommes. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose, les appartenances ethnoculturelles et religieuses, qu'elles soient uniquement attribuées ou revendiquées, ne sont que rarement traitées sur un pied d'égalité. Elles mettent en relation des majoritaires et des minoritaires et établissent des hiérarchies subtiles entre le nous et les autres, les couples franco-maghrébins, islamo-chrétiens, judéo-chrétiens, couples linguistiquement mixtes ou black and white couples. Enfin, vous avez toutes sortes d'expressions qui existent et qui sont utilisées, mais qui, si nous les examinons de près, utilisent jamais des notions qui sont sur un pied d'égalité. Ces appartenances, attributions, assignations, traduisent souvent aussi des relations historiques, fruits de rapports de domination, tels que la colonisation, l'esclavage, les vagues migratoires ou les relations géopolitiques d'une manière plus générale. Entre un immigré ou un natif d'un pays, c'est pas équivalent, c'est-à-dire l'un est légitime dans le pays dans lequel il vit, l'autre, il est dans la posture de devoir s'adapter et s'intégrer. Donc, on voit bien qu'un couple franco-marocain, qu'il vit au Maroc ou qu'il vit en France, ne connaît pas les mêmes perceptions, ne connaît pas la réalité sociale. Donc, autre critère, disposer de la nationalité d'un pays ou être étranger n'est pas équivalent non plus. Donc, clairement, ça crée une dissymétrie entre les deux conjoints. Donc, en dehors de ça, évidemment, il y a tout un tas d'autres déterminants sociaux qui définissent les couples qui ont plus ou moins assorti. Donc, ça fait finalement un ensemble de critères qui traduisent un rapport inégalitaire entre les deux conjoints, en dehors du simple fait, au-delà de la différence culturelle qui est généralement mise en avant. Cette inégalité, de fait, elle s'impose de l'extérieur au conjoint, au-delà de leur relation amoureuse. C'est-à-dire, même s'il n'y a plus d'interdit, comme le rappelait Nicole Mosconi ce matin,
cette inégalité de fait construit toujours un halo de désapprobation, plus ou moins affirmé, dans leur environnement proche, famille ou amis, ou éloigné, collègues, voisins ou représentations sociales. Donc, même des couples mixtes qui connaissent, bon, pas d'hostilité dans le cadre de leur famille, à un moment ou à un autre, sont toujours confrontés à des réflexions, des remarques. Les principaux arguments contre la mixité conjugale mettent en avant le caractère mal assorti du couple, sa faible longévité, l'intéressement autre qu'amoureux ou familial en termes de titre de séjour, nationalité ou économique, l'éducation difficile des enfants, et j'en passe, il y en a d'autres. Globalement, les couples sont obligés de justifier leur choix, et cette vision extérieure les renvoie, au-delà de leurs convictions et parcours personnels, à des attributions de genre, de race et de classe. Certes, certains couples échappent progressivement à une désapprobation forte, par exemple les couples entre Européens ou entre catholiques et protestants, mais n'empêche que toutes les nationalités européennes ne se valent pas et que le jeu de migration de l'un des conjoints pour pouvoir s'installer ensemble impose toujours à l'un des deux une question d'équivalence de diplôme, de maîtrise de la langue. Donc même des couples qui, a priori, paraissent de plus en plus égalitaires compte tenu de leurs appartenances ethnoculturelles, affrontent dans leur quotidien des situations qui ne les mettent pas en situation égalitaire. Alors, ce qui est intéressant ensuite, c'est que cette inégalité extérieure de fait, dans la vie privée, elle est négociée, les couples se l'approprient. Donc, les couples travaillent et retraitent ces attributions extérieures, ou pour le dire autrement, négocient les appartenances dans le but de trouver un équilibre qui, de fait, par les réalités conjugales contemporaines, est plus ou moins durable, plus ou moins conflictuelle. Chaque conjoint est confronté aux identifications genrées, ethnoculturelles, sociales de l'autre. Leur quotidien conjugal veut dire qu'ils doivent trouver un modus vivendi pour créer un univers culturel qui neutraliserait cette inégalité imposée de l'extérieur. Alors, de manière idéale typique, c'est les 3 minutes, ça y est, ça va aller. Alors, donc, on peut dire qu'il y a en fait idéal typiquement, 3 modes d'ajustement interculturel qui sont assez classiques, on va dire. Donc, parce que l'égalité, on a beaucoup dit ce matin, c'est une valeur assez abstraite. Donc, en fait, les couples, dans leur quotidien, ils retraitent cette inégalité, mais à leur manière. C'est-à-dire, soit ils adoptent l'un des deux conjoints, le minoritaire, par exemple, va se caler sur le mode majoritaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle classiquement l'assimilation culturelle. Ou sinon, le majoritaire pourrait se caler sur l'univers minoritaire. On parlerait plutôt d'un modèle de différenciation. Ou sinon, il y aura une négociation interculturelle, c'est-à-dire un échange interculturel réciproque comme 3e solution. Nous ne pouvons pas, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais effectivement, de nombreuses études qualitatives ont étudié ces processus. Donc, voilà, donc c'est vrai que les couples, dans leur longévité, s'ils perdurent, peuvent passer d'un type à l'autre, changer de type, ou sont, comme tout couple, confrontés à des réorientations biographiques qui ravivent un peu les enjeux culturels de fait. Alors, donc, la difficile mesure empirique. Pourquoi? Alors, donc, une fois que ce cadre posé, on peut toutefois s'interroger sur comment mesurer ces formes de mixité conjugale. Et là, il y a comme une sorte d'aporie pour nos réflexions et nos études. Puisque, par définition, il n'est pas simple d'enregistrer la subtilité des normes sociales ou la transgression des normes sociales, comme il n'est pas facile d'enregistrer la subtilité des appartenances, puisque, je veux dire, c'est quand même, je rebondis par rapport à ce que Patrick disait ce matin, je veux dire, c'est quand même pas si simple de distinguer entre blanc et non blanc, quoi. Je veux dire, on a besoin de catégories souples, mais on les a pas vraiment. Donc les enquêtes, qu'elles soient
qualitatives ou quantitatives, elles opèrent avec des catégorisations réifiées, soit nationalité, pays d'origine des parents, catégorie ethno-raciale, religion, langue. Aucune enquête sur les couples mixtes, qu'elles soient donc quantitatives ou qualitatives, n'a fait abstraction de ces catégorisations. Donc ces dernières sont donc imposées formellement aux enquêtés, soit enregistrées de manière autodéclarée, mais elles restent en tous les cas tributaires d'une perception de la réalité sociale selon des registres précis qui ne correspondent pas nécessairement au parcours et aux identifications personnelles des personnes concernées. Le critère central que nous avons déjà évoqué, qui est l'assignation ethnoculturelle, qui inclut toute caractéristique qui en relève, c'est-à-dire l'apparence physique, le patronyme, les identifications culturelles et religieuses, la langue ou la nationalité. Donc on voit bien qu'on a un jeu de critères à notre disposition qu'il faudrait finalement considérer. Alors que font les statistiques par exemple à ce sujet? Alors donc on a un mode statistique dominant encore en France qui chaque année nous présente les chiffres sur les mariages mixtes en France, avec chaque fois une association augmentée, diminuée, etc. Donc, mais c'est un flux. C'est un flux c'est un enregistrement à partir de l'état civil qui, de mon point de vue, est assez inapproprié, puisque tributaire d'une vision étatique de ce fait social, puisqu'il se concentre d'une part que sur les mariages et non sur les couples, et simplement sur les couples conclus en France, tout en faisant croire que c'est un phénomène marginal, puisqu'on arrive toujours à 12%, à peu près, plus ou moins 12% de mariages conclus par an. Ce mode ne tient pas compte de l'évolution des réalités migratoires contemporaines et de la diversité de cette population française que nous fréquentons tous et toutes. Alors, donc, des enquêtes de plus grande envergure, comme Trajectoire et Origine, par exemple, 2008, l'enquête INSEE-INED, propose donc une photographie de la société. Donc c'est un autre mode de comptabiliser ce type de couple. Et donc c'est plutôt une photographie à un moment donné de la société sous forme d'un stock. Et en partant des populations issues de l'immigration, on observe donc que les couples mixtes sont légion. C'est-à-dire qu'un tiers des immigrés hommes et quasiment la moitié des immigrés femmes, entrés célibataires en France, vivent en couple avec un conjoint français sans ascendant migratoire. Donc on arrive à des chiffres complètement différents, c'est-à-dire 30% pour les hommes immigrés et 50% pour les femmes immigrées. Donc on est loin de ce phénomène minoritaire, puisque ça veut dire une femme sur deux entrée célibataire immigrée en France vit en couple avec un Français sans ascendance migratoire. Donc on est à un phénomène 1 sur 2, vous voyez, c'est quand même autre chose. Donc évidemment, pour les descendants d'immigrés, cette proportion, elle est encore supérieure. Donc, je vais conclure. Donc, pour le moment, les catégorisations en France retiennent donc le rapport à l'immigration et sont moins basées sur des critères ethnoculturels ou ethno-raciaux. Alors, juste pour dire qu'on a ces grilles de lecture. Nos enquêtes sont toujours tributaires de nos grilles de lecture. Elles nous permettent... on peut réfléchir sur l'implication de ces catégorisations, mais je pense qu'on n'a pas encore vraiment tous trouvé un moyen d'aller au-delà. Et bon, à la fois, on les a besoin et on se rend compte des méfaits de ce type de catégorisation. Alors, donc, conceptualiser les couples mixtes grâce à la mixité conjugale aide à faire sortir la réflexion de la vie privée d'une part et permet de renouveler l'approche simpliste en termes de différences culturelles. Donc ces différences culturelles euphémisent en quelque sorte les rapports sociaux qui sont en œuvre. Le registre ethnoculturel reste central, mais il n'explique pas seul les dynamiques conjugales mixtes qu'il convient absolument d'appréhender dans leur intersectionnalité. Le couple mixte est donc un laboratoire qui permet de se rendre compte que la mixité telle qu'elle soit scolaire, résidentielle ou professionnelle, reste vaine ou stérile si elle ne crée pas l'échange ou la négociation.
car pour aller vers le respect et le traitement égalitaire de tous, il est nécessaire de décentrer par rapport à nos certitudes culturelles, ethnicisées, sexuées et sociales. Donc Geneviève Fraisse disait justement il y a 10 ans déjà que la mixité n'est pas un moyen sûr pour avancer vers l'égalité. La seule évidence de la mixité, c'est d'être un lieu, un espace, un seuil d'expérience et d'idéal. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Myrna pour une discussion. Tiens, peut-être au moins le... Il est déjà tard. Ouais, quand même le temps, mais... Tout le monde va avoir envie de manger. Donc, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire. En réalité, je pense que dans ce texte, ce que Béate nous livre, une réflexion... je pense qui est très intéressant, très pertinent, c'est sur le statut des études sur la mixité au sein des travaux en sciences sociales, notamment en sociologie. Et bien sûr, il y a un peu dans ce qu'elle nous dit, une forme de positionnement, en tout cas on sent une sorte de plaidoyer pour ancrer ces travaux sur la mixité conjugale au sein de réflexions plus générales sur les inégalités sociales, la dynamique de la stratification sociale, etc. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, on ne peut qu'être d'accord avec ce positionnement. Et je pense que dans l'ensemble de tes travaux, tu mobilises beaucoup de concepts, d'exemples, etc., qui sont tout à fait convaincants. Mais par ailleurs, je pense qu'il peut-être reste encore à creuser, c'est le lien avec vraiment l'analyse empirique et les pistes qu'on peut donner, notamment aux futurs chercheurs, les étudiants, les doctorants, pour justement saisir ces questions empiriquement et les étudier, les creuser avec cette nouvelle approche. Et donc c'est sur ça que je vais essayer un petit peu de me focaliser, ou en tout cas d'entamer la discussion. Donc d'abord, quand on lit le texte, enfin plusieurs de tes textes un peu là-dessus, on sent quand même une forme de, une forme de contradiction entre ce que tu dis quand tu fais ta clarification conceptuelle et quand tu poses après les questions empiriques et tes points de vue sur les manquements et les défauts de certaines méthodes ou de certaines approches. On sent qu'il y a une forme de contradiction. Pour être plus précise, bien sûr, d'abord, il y a cette idée que, en fait, il est très difficile de cerner ce que c'est que la mixité dans un couple. Tout ça est bien sûr très construit, que ça dépend de la catégorisation, que ça dépend de l'approche qu'on comprend, de ce qu'on considère comme important, etc. Et donc, effectivement, dans un couple, on peut imaginer qu'il y ait de la mixité. Là, on a parlé beaucoup de mixité liée à des caractéristiques ethno-raciales que vous appelez avec les travaux avec Emmanuel ethnoculturelles. Mais par ailleurs, on peut imaginer que les opinions politiques, je ne sais pas, le rapport à la cuisine, le rapport au sommeil, je ne sais pas, plein de choses qui font qu'on vit tous les jours ensemble, sont aussi des manifestations de mixité. Donc, effectivement, tu soulignes ça. Mais par ailleurs, tu te dis, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas choisir un terme très précis et que choisissons plutôt un terme très large comme mixité, puis tous les travaux là maintenant qui utilisent ce néologisme de mixedness. Donc voilà, restons très larges et donc de surcroît, vous utilisez aussi, à mon sens, un vocabulaire qui reste aussi très flou, qui est celui de la mixité culturelle, même si en plus vous la rattachez au terme ethnique. Et c'est sur ça que je voudrais d'abord commencer à t'interroger, c'est-à-dire, voilà, si on dit c'est de la mixité culturelle, ça touche à tout. Si on dit c'est de la mixité même, enfin, tu l'as toi-même bien montré. Après, tu nous dis, en fait, quand on fait des statistiques, on est trop réducteur. En même temps, voilà, il faut bien plutôt. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, soyons tous au clair qu'il s'agit d'un sujet construit, hein, donc le terme même de mixité, et qu'enfin il s'agit juste, comme tu l'as dit, d'un espace où il y a une interaction qu'on qualifie plus ou moins de mixte ou non selon les critères. Mais du coup, plutôt recentrons-nous sur ce que chaque étude, chaque approche est en train de regarder spécifiquement, comment elle définit ces critères-là et en quoi et comment elle les étudie. Donc ça m'amène à donc moi je serais plutôt au contraire une position un peu plus je dirais, moins ambitieuse en termes conceptuels et, par contre, plus précise en termes empiriques. Et ça m'amène juste à ma deuxième remarque, c'est que bien sûr que la mixité s'est construite, bien sûr qu'il s'agit d'analyser un phénomène extrêmement complexe, mais
La vraie question, c'est et alors, quand on a dit que c'est trop complexe, so what? Enfin, c'est quoi la conséquence sur ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut discuter dans nos travaux? Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on a envie de dire que là, il y a une spécificité un peu de l'approche sociologique qui, en fait, saisit ces questions de mixité, notamment conjugale, pour traiter d'autres questions, c'est-à-dire notamment pour, par exemple, comme un moyen de mesurer donc des dynamiques sociales plus larges que uniquement la vie de couple, la vie intime entre deux personnes. Donc notamment, la mixité conjugale a été, de manière très classique en sociologie, utilisée comme un indicateur de distance entre les groupes sociaux, les groupes de revenus, les groupes socioprofessionnels, les classes sociales, mais aussi donc des groupes, aujourd'hui, toute l'analyse sur les frontières ethno-raciales et utiliser vraiment l'approche de la mixité pour dire quelque chose là-dessus. Bien sûr, ce qui change par rapport quand même à la mixité, là, une petite remarque par rapport à ce qui change par rapport à la mixité conjugale quand on compare à d'autres thématiques comme la ségrégation spatiale ou d'autres, c'est aussi quand même quelque chose qui est toujours sous-entendu dans les travaux sur l'intermariage, c'est que cette idée que c'est d'autant plus important comme indicateur social que c'est quelque chose qui produit un peu presque mécaniquement du changement social. Et là, c'est juste cette idée qu'il y a du brassage biologique, de fait que les descendants de ces couples mixtes seront eux-mêmes mixtes, quel que soit le critère. Donc je pense que là, il y a quand même une spécificité de la mixité conjugale par rapport et qui appelle quand même une certaine discussion aussi. Donc par un moment dans le texte, tu dis il y a une confusion, là tu le disais un peu dans la présentation, il y a une confusion entre les processus individuels et les conséquences macro, mais j'ai l'impression que oui, il y a une confusion, mais en même temps, c'est bien l'objet de la sociologie de travailler sur ça, les conséquences macro de ces processus individuels du choix du conjoint. Qu'est-ce que ça produit en termes de dynamique sociale? Et pour rejoindre un peu tes réflexions sur qu'est-ce que ça change dans la dynamique inégalitaire, qu'est-ce que ça traduit, comment ça nous permet aussi de comprendre, de réfléchir sur la dynamique inégalitaire. Donc pour cela, il faut peut-être un peu plus pousser plus loin. Il y a plein d'intuitions dans le texte que tu donnes, par exemple, le fait que tu dises, voilà, il y a des différences dans le statut de la mixité du couple, par exemple, selon qu'on soit dans la société majoritaire ou la société minoritaire. Et c'est vrai que là, c'est une question intéressante, mais on a envie qu'il y ait un peu d'apport un peu empirique. C'est-à-dire, voilà, on peut travailler sur ça, justement. On peut travailler sur des couples qui sont définis comme étant mixtes par rapport à des critères que le chercheur défini en amont avec une certaine réflexivité, puis ensuite, il regarde vraiment qu'est-ce que ça change d'être un couple, je ne sais pas, franco-brésilien, comme tu donnes cet exemple-là, qui vit en France plutôt qu'au Brésil. J'ai l'impression que voilà, ce qui nous manque, c'est plutôt ça, c'est aussi réfléchir en termes de conséquences inégalitaires, par exemple, c'est-à-dire en quoi, par exemple, pour revenir sur l'exemple des immigrés, de descendants d'immigrés, en quoi être en couple mixte peut être, bien sûr, c'est une configuration inégalitaire, mais en quoi ça peut avoir des conséquences sur des trajectoires, par exemple sur la recherche d'emploi, sur la transmission parents-enfants, l'éducation des enfants, la durabilité des couples, etc. Donc j'ai l'impression que c'est vrai que c'est une réflexion tout à fait pertinente et salutaire, mais ça ouvre plein de pistes, je pense, empiriques, sans toujours nous fournir les outils qu'il faut pour avancer. Donc voilà.